Les amis, on va commencer le sujet. On va essayer de voyager. Ce soir, c'est OM PSG. Alors, qui est Raoult ici ce soir? D'accord, Raoult n'a pas vu ses supporters. Qui est Raoult? Ouais. Moi, je prends Marseille. C'est quoi? T'as un avis sur Raoult ou pas? Mario? Charlotte? Ouais. Allez. En fait, mon avis, c'est que sa compétence, sa potentielle compétence et légitimité, elle devient un peu discréditée par son ego et son orgueil un peu surdimensionné. Voilà, c'est ça mon ego sur lui. Donc, au lieu de se focaliser sur les compétences du gars et sur peut-être la légitimité de ce qu'il peut prôner, ses soi-disant études, bah, c'est très assombri par un type avec un ego surdimensionné. Tu trouves pas qu'on l'a mis là-dedans? Tu trouves pas qu'on l'a mis là-dedans? Les médias, tu vois, donnent à moudre à ce type-là, tu vois. Mais pour moi, il devient pathétique, je trouve, dans les interviews qu'il donne, rabaisser tout le monde comme ça. Mais parce que justement, il essaie de mettre en avant ses compétences qu'on dénigre. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de dénigrer quelqu'un pour se mettre en avant? Quand la personne ne t'écoute pas. Je crois pas. Tu parles d'une interview de BFM là? Ouais, j'en parle de plusieurs que j'ai vues. Ouais, l'interview où il disait ils sont tous été éliminés. Allez, ferme-la. Il était propre. Et toi, Igal, qu'est-ce que tu dis? On va écouter l'écho de la droite. L'extrême droite. Non, c'est-à-dire, je comprends ton point de vue, hein, Charlotte. Mais ce qu'il y a, c'est que. Il y a tellement. C'est-à-dire, lui, il veut faire passer son message. Et son message, il n'est pas écouté. Donc, ce qu'il a trouvé avec sa méthode, c'est de passer par peut-être cet orgueil, mais qui est légitime. C'est-à-dire, c'est une personne qui sait de quoi elle parle. C'est-à-dire que c'est simplement le manque d'écoute. Enfin, c'est là, c'est rejoint ce que tu dis. C'est le manque d'écoute, le manque de. C'est-à-dire, Voilà. Hein? Vas-y. Non. Donc c'est de l'orgueil, c'est-à-dire tout dépend où on se positionne au final. Lui, je pense qu'il a été dans une démarche au début d'explication, d'expliquer sa littérature scientifique, etc. Et au fur et à mesure, on a vu que voilà, on a utilisé son point de vue pour polémiquer. Ça l'a énervé. Donc il a dit, vous m'utilisez pour la polémique, alors moi je vais rentrer dans le jeu. Et ben voilà, je vais être peut-être arrogant, je vais être truc, parce qu'ils l'ont vraiment utilisé comme un outil de médiatisation. Alors à ce moment-là, lui, c'est pas tellement de l'orgueil. Il répond à une certaine forme d'attaque envers lui par ce qu'on pourrait dire d'orgueil, mais c'est pas de l'orgueil. C'est simplement une manière de répondre à l'outil qu'on a voulu faire de lui. Moi, j'ai l'impression quand même que quand tu as un certain niveau d'excellence dans un certain domaine, et que tu as en face de toi des gens qui ne connaissent rien, et ben, c'est très agaçant de devoir répondre à ces gens-là sur ton propre domaine, en fait. C'est-à-dire que c'est pas de l'orgueil, c'est que ça devient, ça devient arrogant de la part de l'autre camp de vouloir dire à quelqu'un qui a des années-lumière de toi, de connaissances, de dire écoute, on a un autre point de vue, on voit les choses autrement. Et je pense que c'est ça qui l'a agacé vraiment profondément. C'est-à-dire que personne n'a voulu entendre, et c'est quand même fort ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens, les médias, etc., se sont mêlés d'une affaire qui ne les regardait pas au final. Parce que tu viens, tu donnes ton point de vue devant quelqu'un qui est autorité dans le monde et qui fait partie des plus grands chercheurs dans le domaine.
Et lui qui doit se justifier auprès de gens qui connaissent rien, qui en plus inventent et bidouillent, comme il dit dans son langage, qui bidouillent des études, mais ça doit être insupportable. C'est insupportable. Tu as des ignorants en face de toi qui viennent et qui te disent comment penser la matière que tu travailles depuis 40 ans et sur laquelle tu excelles. Non? Ouais, c'est tout à fait. Moi je trouve que ce qui est agaçant, c'est leur façon aux journalistes de tourner les questions. C'est-à-dire dire, ça vous fait quoi d'avoir vendu du rêve par exemple, tu vois? C'est un peu une question qui veut dire, bah oui, tu as vendu du complètement rêve. De ce qui... Et donc en gros, oui, ça c'est embêtant parce qu'en fait, c'est des questions qui sont fermées finalement. C'est dans l'émotionnel aussi. Ouais. Les journalistes sont beaucoup dans l'émotionnel et leur sensualité. Les questions, comme elles sont posées à ce médecin, en fait, elles le mettent dans une mauvaise position directe en fait. Donc forcément, il paraît arrogant parce qu'en fait, il leur dit que c'est faux. Enfin. Il y a un truc sur lequel je te rejoins pas, c'est qu'il ne réfute pas, quand il pose des questions, il ne réfute pas en disant bah, nous, notre avis en tant que journaliste, c'est que ce que vous dites, c'est pas vrai. Ils disent la majorité de la communauté scientifique, ce qui est vrai, hein, n'a pas validé ce process en fait. Parce que lui, ce qu'il a fait, il a mené des études, mais qui concrètement ne sont pas passées par le process classique de validation des recherches. Tu vois. Donc ce que relèvent les journalistes, c'est juste que bah, le process, il est quand même un peu chelou. Et que, est-ce qu'on est censé croire un type qui passe pas par le process classique scientifique? C'est ça le dilemme de ce sujet en fait. Oui, mais il a prouvé, c'est-à-dire le temps a prouvé que tu avais ici une doxa des médecins qui voulait imposer un point de vue et qui voulait écraser tous les autres points de vue. C'est-à-dire, tu vois bien, c'est-à-dire les gens ont triché. C'est-à-dire tous ces médecins-là qui parlent de process, qui parlent de... Ils ont triché, ils ont menti. Ils ont même demandé pardon publiquement en disant oui, on a triché. C'est quand même vous. Sur les études qu'ils ont fait, eux, des contre-études en disant que c'était dangereux, que c'était... C'est-à-dire que tu vois bien qu'il a été la cible quand même d'un cercle majestueux, politico-médecin. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue quand même, ça s'est passé, non? C'est-à-dire... Je remets pas en question la personne, puisque la personne je la connais pas, et puis bon, on s'en fout, mais je trouve que c'est quand même dingue de devoir se justifier sur... C'est le seul qui a, qui a soigné des milliers et des milliers de personnes sur ce domaine-là, et qui se retrouve être accusé d'avoir donné un médicament qui serait dangereux, alors qu'on sait pertinemment qu'il ne l'est pas, d'accord, depuis 30 ans qu'il n'est pas manipulé. Et il y a des études qui viennent et qui montrent qu'il est dangereux et qui une semaine plus tard disent bon non en fait on a triché, excusez-nous, il y a un aveu. C'est quand même fou quoi, je veux dire, jusqu'où ça va. Ah ok, il n'a pas eu un process, bon lui il explique pourquoi il l'a pas eu. Parce qu'il a voulu soigner des gens. Non, mais le process c'est beaucoup plus scientifique que les données d'attaque qui ont été par un journal scientifique. Donc, après j'entends que le personnage peut paraître arrogant. C'est un personnage qui incarne, symboliquement, il incarne la rébellion, quoi. Puis même quand tu vas à savoir que les personnes qui sont expertes, qui sont des génies un peu dans leur domaine, ils sont toujours un peu les années-lumière de la population. Ils ont une façon de fonctionner qui est totalement différente. Ils travaillent vachement le fond, puis la forme, ils s'en foutent. Tu vois. Donc, du coup, c'est ça aussi qui agace un petit peu, c'est que quand tu n'arrives pas à attaquer la personne sur son fond, tu vas essayer d'attaquer sur la forme populaire. Et c'est les journalistes et de manière générale, tout le monde, quand tu n'arrives pas à toucher le sujet, bah, tu vas attaquer autre part. Tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est passé. Bon, c'était juste pour introduire le sujet. Nous, on va pas parler vraiment du personnage de Raoult. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a incarné. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Il a incarné quelque chose de spécial. Pour moi, en tout cas, il a incarné quelque chose de spécial. Il a été un repère. Je le dis, sincèrement. Il a été un repère un petit peu, pour moi, tout au long de l'épidémie. Ouais, de l'épidémie qui a traversé le monde. Hein. Il a été un repère pour moi. C'est-à-dire, ça a été un support. Dans ma tête, je me dis, bon, ce gars-là, j'aime bien son discours. Je vais m'appuyer dessus. Ouais. Mais j'essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a attiré dès le départ? Qu'est-ce qui m'a attiré dès le départ
Parce que moi, depuis le départ, je l'écoute, et depuis le départ, je me dis, ça sonne bien, ça colle bien. C'est-à-dire, le monde est complètement taré, et c'est le seul qui diffuse, quoi. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Et à l'inverse, essayer de comprendre aussi pourquoi il est tellement attaqué. Personne n'a voulu l'écouter au final. C'est-à-dire qu'il est seul. Il est seul. Bien qu'il y a des médecins qui disent, bon, bah non, nous aussi, on a traité de la même manière, etc. Mais c'est la seule voix qui se lève et qui dit, mais attendez, l'épidémie, c'était pas une vraie épidémie, arrêtez-vous, quoi. Je veux dire, c'était pas une catastrophe. Faut arrêter. Si on l'avait écouté depuis le départ, on n'aurait jamais été en confinement. Il n'y aurait jamais eu de confinement. Parce que lui, son point de vue, c'était de ne pas confiner. Et n'empêche que c'est le seul qui a eu raison depuis le départ en disant que l'épidémie allait s'arrêter. Tout le monde a dit il y aura une deuxième vague, c'est la catastrophe, arrêtez de déconfiner, etc. Mais n'empêche que c'est le seul qui a dit il n'y aura pas de deuxième vague. Avec certitude, avec arrogance, il a regardé les journalistes en disant non, mais deuxième vague, ça n'existera pas. Comment toi, que tu sais que tu es attaqué, moi perso, je l'aurais pas fait. Hein. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a tout le monde qui est contre moi, ouais, et que je vais me prononcer sur quelque chose qui est quand même incertain, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. T'arrives, tu viens avec certitude, tu dis non, moi je vous dis, il n'y aura pas. C'est balèze quand même. Je veux dire, le mec, il est fort, quoi. Et il a eu raison. Il faut quand même le dire. Il a eu raison, il n'y a pas eu de deuxième vague. Après, sur le résultat, est-ce qu'on a assez de recul encore aujourd'hui? Ouais, je pense pas. Non, en France, largement du recul. Il y a 200 cas encore hier. Mais comment ça se fait qu'au Brésil, ils n'ont pas confiné, ils sont autant touchés? Parce ça a commencé plus tard, tout simplement. Mais eux, ils sont pas confinés et du coup les morts continuent en fait. Mais comment dire, les épidémies, elles fonctionnent d'après ce que il a expliqué. Après, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir un sursaut, peut-être on peut encore se tromper. C'est une cloche. Mais elles fonctionnent en cloche. Donc après, partout, ça va il va avoir le même fonctionnement. Regarde, en Israël par exemple. En Israël, ils ont traité l'épidémie de manière très rigoureux, très... Ouais, ils ont confiné directement, et personne n'a... Eux, ils ont même, ils sont même allés très loin. En tout cas, ils l'ont dit, les autres l'ont peut-être pas dit, mais ils ont tracé les gens, etc. Et là, aujourd'hui, il y a un cas sur une école de 1000 élèves, ils ont tout fermé. Et ils te disent, ouais, deuxième vague. Ça va, attends, un cas. Calme-toi. Non, mais peut-être qu'en France, le confinement n'a pas arrêté l'épidémie, parce que dans tous les cas, il y aurait eu un arrêt par elle-même, mais peut-être qu'elle a quand même évité le nombre de morts et d'engagement des hôpitaux, peut-être. Peut-être. Et ce qui ne se passe pas, du coup, au Brésil, d'où le fait que... Moi, je suis pas un expert là-dessus, je sais pas. Ça, il a peut-être un petit peu tort sur ça. Ouais, en tout cas, c'est-à-dire il a eu raison sur un truc, c'est pour l'instant, il n'y a pas de deuxième vague. Mais bon, ça c'est l'auto, tu vois, deuxième vague ou pas deuxième vague, t'as 50% de chance, donc tu peux être le bon Dieu, moi je te dis demain il n'y a pas de deuxième vague, je suis pas épidémiologiste. T'as entièrement raison, bien sûr, t'as entièrement raison. Et je suis personne. Sauf que quand moi je joue au loto, ouais, tu vois, je dis que je joue au loto, lui il dit pas qu'il joue au loto. Lui il vient et dit devant tout le monde, devant les caméras, alors qu'il est attaqué, il sait très bien que les gens l'attendent au tournant. Il sait que s'il s'est planté, il a ruiné sa carrière, le gars. Et ben il arrive devant tout le monde, il dit oh, il n'y aura pas de deuxième vague, je vous dis. Et c'est pas du loto, c'est des analyses empiriques. C'est balèze quand même. C'est un peu différent, je trouve. Ouais, mais honnêtement, il joue pas sa carrière sur ça, Yann. Parce que en vrai, même s'il se trompe, il a une telle notoriété que. Un peu quand même. Non, ça oui. Ah, au niveau des médecins, non, il faut séparer les deux. Il y a la notoriété publique, genre les Marseillais, les supporters qui sont là derrière lui en disant super out, etc. Et puis tu as la notoriété auprès des médecins. Bon, il joue quand même ça. C'est quand même. Quand tu regardes et que tu analyses la personne, tu vois quand même que c'est pas n'importe qui. Tu vois, il fait partie des 10 meilleurs médecins du monde. Et c'est vrai. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais juste avant, tu disais que toutes les épidémies faisaient de la cloche. Donc peut-être que lui, il avait une certitude sur l'épidémie. Oui, c'est son expérience. Oui, donc peut-être sur ça, il avait peut-être raison, mais ça veut pas dire qu'il a raison sur tout. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est un gars qui est capable de dire des choses et de ne pas avoir de doute sur ses affirmations. Et c'est quand même balèze dans un contexte pareil, c'est fort. C'est fort. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire le caractère de cette personne-là m'intéresse parce qu'au final, il apporte quelque chose. On va voir, on va essayer de voir un texte de la Gemara qui est surprenant.
comme ça, quand tu le lis, c'est un peu bizarre. Et je trouve qu'il incarne quelque chose, à tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas, il l'incarne. Ouais, il l'incarne, et donc on va essayer de voir ensemble. La Gemara, elle dit comme ça, c'est une Gemara à la fin de Kiddushin, donc la Gemara à la fin de Kiddushin qui ramène, elle traite de, des métiers que tu dois apprendre, il y a une mitzvah d'apprendre un métier à ses enfants, etc. Et la Gemara, elle dit, surtout n'apprends pas le métier de médecin à tes enfants. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que, qu'est-ce que dit la Gemara? Le Talmud dit comme ça. Donc je vais lire dans les mots. Tov Shebarofim, le meilleur des médecins, la Gehinam, est destiné à l'enfer. Le meilleur des médecins est destiné à aller en enfer. Bon, tu dis une chose comme ça, tu dis bon bah il vaut mieux éviter d'apprendre la médecine à mes enfants parce que j'ai pas envie qu'ils finissent en enfer. Bon, qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Gemara? Évidemment cette phrase comme ça, elle veut rien dire. Alors Rashi vient et nous dit, elle replace l'idée dans le contexte. Alors, évidemment que la Gemara n'a pas voulu dire que tous les bons médecins et tous les bons médecins finiront en enfer. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Mais elle a voulu dire que quoi, qu'il y a dans la médecine, dans le fait d'être médecin, un danger. Ouais, il y a une approche du monde qui peut t'amener en enfer. Ouais. Et il dit Rashi, c'est quoi le problème? Eno yare minacholi. Il n'a pas peur de la maladie. Étant donné qu'il pratique toute la journée les maladies, etc., et que son travail à lui, c'est de les guérir, les maladies. C'est de proposer un traitement, c'est de les analyser, etc., etc. Donc il est familier avec le monde de la maladie, et donc il n'en a pas peur. Ou ma'achalo, ma'achal berim. En plus de ça, il se traite lui-même. C'est-à-dire que ils ont, les médecins, ils savent très bien quoi manger, pas quoi manger, etc. Ils connaissent, ils savent comment s'orienter dans ce qui va être le côté bari, c'est-à-dire le côté sain de la personne. Et donc, Veno meshaber libo lamakom. Et donc, il casse pas son cœur, ouais, vers Dieu. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Il ne casse pas son cœur vers Dieu. Ça veut dire qu'il ne casse pas son cœur vers Dieu, c'est qu'il a un certain orgueil et certaines certitudes qui fait que quoi? Que, qui fait que, en vérité, eh ben, il ne travaille pas la modestie pour se tourner vers Dieu. Quand tu guéris les malades... vous êtes penché ou quoi? Hop. Voilà, là c'est droit. Ok. Donc, c'est le médecin, étant donné que quoi qu'il approche la maladie, et la maladie, au final, on voit par exemple, c'est marqué que quoi, hein, que la maladie a été donnée à Yitzhak. Vous savez, parmi les patriarches, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc les trois patriarches. Et avant Yitzhak, la maladie n'existait pas. Hachem n'envoyait pas de maladie. Ouais. Pourquoi? Yitzhak a demandé la maladie, parce que la maladie permet à l'homme de réfléchir et de se remettre en question sur ses comportements, sur son esprit. Maintenant, le médecin qui lui a une approche de la maladie qui au final ne le fait pas peur et ne l'impressionne pas, parce qu'il a tellement fréquenté la maladie, qu'il connaît la maladie, qu'il sait comment elle fonctionne, etc. Donc du coup, il a moins de crainte. Ouais. Et donc, ça ne l'amène pas à casser son cœur, c'est-à-dire à rabaisser son cœur et à se tourner vers Dieu. Comme ça il dit Rashi. Ou Péamim, et il dit des fois, Sheoreg Nefashot, ça va lui arriver en traitant des gens. On voit, il y a plein de médecins qui, en traitant des gens, font le mauvais diagnostic. Une personne dans ma famille, d'accord, qui avait son oncle ou son cousin, c'était son cousin qui était médecin. Bon, elle a consulté, cette personne-là a consulté chez son cousin, et il lui disait, écoute, c'est une dépression, arrête-toi, etc., tu vas te remettre. Et au final, elle avait un cancer, elle est morte. Il a mal diagnostiqué sa maladie, et par la légèreté qu'il a eue, parce que il y avait peut-être une proximité, parce que, etc., il a tué cette personne, d'accord. Évidemment qu'il n'a pas fait exprès, ouais. Mais malgré tout, il y a ici une légèreté qui a fait que quoi, il est responsable de la mort de cette personne, d'accord. Donc ce que dit Rashi ici, c'est quoi? Ou permis Shoreg Nefashat, des fois,
une petite légèreté, c'est-à-dire il est tellement, justement, parce qu'il a une responsabilité extrême, et bien des fois une petite négligence peut l'amener à tuer des gens. Le fait d'en arriver là, ben, amène à amoindrir un petit peu, c'est-à-dire il est obligé d'amoindrir la considération qu'il a pour la maladie en soi. Parce que bon, ben, la maladie devient un fait matériel, c'est la nature, c'est comme ça, etc. Il faut relativiser. Yesh beyado les rapotes à Ani veno merapé. Et il y a également le fait que quoi, qu'il y a des fois, il peut arriver que le médecin fait ça pour sa parnassa, il fait ça pour son argent, d'accord. Et des fois il y a un pauvre, le pauvre n'a pas d'argent, il ne va pas le guérir. T'as pas d'argent, je te guéris pas, d'accord. Bien que normalement, on sait très bien qu'il y a le serment d'Hippocrate, etc., et qu'on doit guérir tout malade. Hein. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Rashi ici? Rashi n'est pas idiot, il balance pas des trucs juste pour dire voilà, les médecins c'est des pourris. Non. Ce qu'il veut dire ici, c'est quoi? C'est que la relation qu'ont les médecins à la maladie, à la matière, etc., les amène à négliger, parfois, à négliger et à avoir une certaine, certaine hauteur sur la maladie, sur le corps, et on voit ça. C'est-à-dire, on le voit. C'est quelque chose qu'on constate. On voit que le médecin est beaucoup plus à l'aise avec le corps et avec la maladie qu'une personne lambda, parce qu'effectivement, elle n'y connaît rien. Donc lui, il connaît, donc il est plus à l'aise, et donc il amène à négliger un petit peu le corps. On voit, par exemple, on sait tous que quand on est en médecine, on joue un petit peu avec les corps aussi. C'est-à-dire, c'est des choses, on se familiarise avec le corps, et donc le respect du corps, s'amoindrit. D'accord? Alors, ça, c'est l'explication de Rashi. En gros, Rashi veut nous dire alors c'est quand même fort, parce que c'est extrême. Quand tu viens dire que le meilleur des médecins finit au Gehinam, finit en enfer, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara, d'après Rashi? Elle veut dire que la familiarité que prend le médecin avec la maladie et avec les corps l'amène à dénigrer, à à se sentir supérieur, et donc à ne pas avoir cette modestie-là de se tourner vers Dieu pour solutionner ses problèmes. Et donc il pense qu'il peut résoudre les problèmes, lui il a une espèce de toute puissance qui lui permet de résoudre les problèmes. D'accord? Ça c'est ce que dit Rashi. Maintenant il y a un Maharal, le Maharal il dit un peu autrement, il a une étude un peu plus philosophique, un peu plus au niveau de la pensée, moins pratique. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, la médecine, c'est le seul métier en tant que métier. Parce que tu peux être médecin sans en faire ton métier. Mais la médecine en tant que métier, c'est le seul métier qui n'a de rapport qu'à la matière. C'est-à-dire que dans ta pratique, étant donné que ton objectif c'est de guérir, d'accord, eh bien au final ce que tu traites, c'est le corps. Ce que tu traites c'est le corps. Et donc du coup ton objectif c'est la matérialité. C'est de résoudre les problèmes de la matière. Tu as un problème de respiratoire, ton souci, toi, c'est de résoudre le problème respiratoire. D'accord? Donc tu vas donner des médicaments, tu vas donner, etc. Tu vas essayer de trouver les solutions qui vont réparer le corps, qui vont réparer les défauts de la matière. D'accord? Il dit donc, étant donné qu'il est proche de la matière et qu'il est proche des corps, eh bien le corps, comme il n'a pas d'éternité, et qu'il est voué à disparaître, eh bien sa destination, c'est le Gehinam, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il se familiarise tellement, il est tellement proche de la matérialité et des corps, que pour lui, le corps devient un objectif. Inconsciemment, il s'habitue à ce que les corps deviennent un objectif. D'accord? Et donc, puisque il s'est éduqué à penser le corps comme étant un objectif, eh bien, il s'est séparé doucement de la spiritualité, de l'âme.
Et ça, on voit ça pas simplement chez les praticiens du corps, mais même aussi du mental, de l'esprit. Ouais, les psychologues, etc., qui sont des médecins de l'âme en vérité. Ouais, à l'origine, c'est des médecins de l'âme. Au final, ils traitent l'âme comme un corps. Ils ne traitent pas l'âme comme on va dire une manifestation spirituelle de l'être. Ouais. Ils traitent l'âme comme un corps. Il y a des codes, il y a des expériences, il y a des... on sait qu'à telle émotion on réagit de telle manière, etc. À tel événement, et donc on traite avec des expériences et des cas cliniques. Ouais, on traite les problèmes qui peuvent être des problèmes purement spirituels. Ouais, il y a un auteur. Il y avait un élève de Freud. Ouais, Freud, il avait un élève qui est très peu connu en France, parce que les Français sont ils sont toujours en retard. Ouais, il s'appelait Frankel. Frankel, c'était un des élèves de Freud qui s'est un peu séparé de la psychanalyse de Freud, et qui disait que chez Freud, il y avait une négligence au niveau de la thérapie, qui est qu'il ne prenait pas en compte la dimension de l'âme de la personne. C'est-à-dire que lui, Freud, il traitait les problèmes d'attitude et de comportement chez les hommes, ouais, pas à cause justement sur le principe de frustration. C'est-à-dire que tu avais envie de quelque chose, tu n'as pas pu le réaliser, du coup tu es frustré, donc tu as un problème. D'accord ? Tu as une névrose, peu importe. Là, lui, il vient, il dit non. Moi, j'ai fait l'expérience. Et comment il a fait l'expérience de ça? Il a fait l'expérience avec les gens qui avaient traversé les camps de concentration. Voilà. Il a remarqué que en dehors des frustrations, il y avait aussi une dimension chez l'homme qui était inconsciente, qui était sa spiritualité. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans les camps de concentration, ils ont fait des choses, d'accord, qui les a amenés à se dégoûter d'eux-mêmes. Par exemple, voler le pain d'un enfant, d'accord, pour pouvoir survivre. Ouais. Bon, le gars, il sait qu'il a très faim, il n'en peut plus, il va mourir, d'accord. Ils sont dans des conditions extrêmes. Il y a un gosse à côté de lui, il lui pique son pain pour pouvoir survivre. Bon, les types qui ont eu des réactions pareilles, eh bien, ils ont des névroses. Mais ces névroses-là ne sont pas dues à des frustrations. Elles sont dues au fait qu'il existe dans l'inconscient de l'homme un désir d'être spirituel, d'avoir une hauteur sur les choses, d'accord. Du coup, Frankel a pris une orientation différente en expliquant qu'il y avait quand même d'autres paramètres chez l'être, ouais, qui sont beaucoup plus spirituels, beaucoup plus subtils que le simple désir et les simples frustrations. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que à tous les niveaux, ouais, n'importe quel domaine de la médecine, au final, le danger, c'est quoi? C'est de traiter un cas comme seul objectif de résoudre le problème matériel, c'est-à-dire la problématique du corps. Ouais. Et on peut traiter le corps comme un corps, mais on peut traiter aussi l'âme comme un corps. D'accord ? Il n'y a pas de spiritualité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en face de nous un être plus complexe que la matérialité. D'accord ? Et ça, nous dit la Gemara, c'est un danger. Pourquoi ? Parce que ça amène le médecin à de l'orgueil, à de la prétention, à un pouvoir, hein, à une illusion de pouvoir, une domination sur les gens, et et également à s'éloigner de Dieu tout simplement. D'accord ? Alors encore une fois, il faut bien garder en tête que ça ne veut pas dire que tous les médecins ne peuvent pas être spirituels. C'est pas ce que dit la Gemara. La seule chose qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un danger. Et ce danger-là, si tu n'es pas averti de ce danger-là, tu peux tomber facilement. D'accord ? On voit, combien on voit, ouais, chez les médecins, l'orgueil c'est quelque chose de très, il y a une espèce de prestige. Ouais, être médecin, une autorité suprême, que quand le médecin il a dit, ouais, c'est bon, c'est lui qui a raison. D'accord ? Même pire que ça, on peut voir dans le Maharal qu'au final, ce qui veut dire ici le Maharal, c'est qu'au contraire, le médecin est tellement proche de la matérialité qu'il résonne. Il a des systèmes de raisonnement des systèmes qui relèvent d'une logique matérielle. Et ça, Bémet, quand vous vous confrontez à des
les médecins comment dire, qui sont complètement plongés dans la médecine et qui n'arrivent pas à voir autre chose que la médecine, eh bien, hein, ils ont du mal. Ils ont du mal. Tu fais une Gemara, par exemple, avec un médecin, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Tu fais une Gemara, et pourtant c'est de la logique, hein. Mais tu fais de la Gemara avec un médecin, c'est très compliqué. Parce que le gars, d'abord il sait tout. C'est compliqué. Ça. Elle va expliquer à quelqu'un qui est censé savoir tout, qui sait rien, c'est compliqué. Mais à part ça, il a un type de raisonnement qui reste purement matériel. Et donc, il n'est plus dialectique. D'accord? Ce qui fait que quoi? Que ça le freine. Et ils sont frustrés de ça. Moi, j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois avec des cours que tu donnes à des médecins. Ils sont très frustrés. Ça les tord. Et plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Ouais. Quand tu es jeune, ça, tu peux changer. Mais quand tu vieillis, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que, quelque part, ce qui est normal, c'est-à-dire, il n'y a rien de... Mais tu t'es habitué à un raisonnement qui est sorti de la dialectique. Et donc, du coup, tu n'as plus de... Comment dire? Tu perds ta sensibilité à la nouveauté. À la nouveauté. D'accord? C'est ça qu'il dit Rashi. Ouais, mais Chaber est à lèvres, il est plus en capacité de casser son cœur et de se tourner vers Dieu. Non. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Et ça, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, moi, personnellement. C'est quoi? C'est que j'ai senti que le monde entier s'était fait dicter une conduite par les médecins. C'est-à-dire que ceux qui ont été les patrons du monde pendant 2-3 mois, ça a été les médecins. C'était les médecins. Les médecins ont décidé qu'il fallait se confiner. Voilà, c'est pas les politiques. Et même lorsque c'était les politiques qui décidaient, il fallait que les politiques prennent le pouvoir des médecins pour décider. Comme il a fait notre cher Macron, il s'est mis un conseil scientifique autour de lui qui lui permettait de décider ce qu'il voulait. Et en même temps, faire passer des lois dont on n'a même pas encore la connaissance, d'accord, qui sont que, en vérité, tu es surveillé au fond de tes toilettes, même lorsque tu es dans ton intimité, d'accord? Donc, il y a ici quelque chose de, comment dire, qui doit nous poser question, qui doit nous interpeller. Quand elle dit la Gemara, le meilleur des médecins finit au Gehinam, finit en enfer, ce qu'elle veut dire, elle ne veut pas parler des médecins spécifiquement, elle veut parler du pouvoir des médecins. C'est-à-dire l'illusion du pouvoir des médecins. Qui est que quoi? Qu'au final, et ça on l'a vécu, c'est qu'on ne pouvait pas penser autrement que la décision du médecin. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité suprême sur les corps. C'est lui qui sait mieux que tout le monde. Il sait mieux que tout le monde. Et là, il y a quelque chose qui est complètement paradoxal. C'est quoi? C'est qu'il est censé savoir, mais en fait, il ne sait rien. Parce que sur le domaine de l'épidémie, personne ne savait rien. Personne ne sait rien. C'est-à-dire, tous les médecins, les plus grands médecins du monde, ils se sont retrouvés devant un événement qu'ils ne pouvaient pas diagnostiquer. Ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Du coup, ça s'est transformé en quoi? Ça s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire, qui est que quoi? Que surtout, il faut protéger les corps. Du coup, confinement. Logique. Quand tu ne sais pas guérir, qu'est-ce que tu fais? Tu confines pour éviter que ton corps soit endommagé. Pourquoi? Parce que la logique du médecin, c'est de protéger les corps et la matérialité. Du coup, la meilleure manière que tu as de protéger les corps et la matérialité lorsque tu n'as pas de solution pour guérir la maladie, qu'est-ce que tu fais? Tu confines. Et après, tu prétends, mais moi, je sais. Moi, je sais ce qu'il fallait faire. On a un conseil scientifique qui nous a dit qu'il fallait mettre des masques ou qu'il ne fallait pas en mettre. C'est-à-dire, et c'est impressionnant le nombre de contradictions qu'on a pu vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais le conseil scientifique qui disait surtout mettez pas les masques. Bizarre. Et après, mettez les masques. Restez confinés, pas confinés. C'est très bizarre. C'est-à-dire, il y avait une attitude ici qui était complètement chaotique. Pourquoi? Parce qu'ils n'en savaient rien. Mais un médecin, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. C'est pas possible. Un médecin, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Surtout quand il s'agit des corps et de la fragilité des corps. Pourquoi? Parce que c'est son domaine. C'était la première fois où Hachem, Dieu a donné la chance aux médecins de dire qu'ils ne savaient pas. Mais seulement, ils n'ont pas pris cette chance-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont utilisé cette opportunité-là pour cacher qu'ils ne savaient pas, mais en plus de ça, ils ont manipulé toute la population du monde en faisant croire qu'ils savaient.
Et nous, ouais, humble, comment dire, penseur, d'accord, qui ne connaît rien à la médecine, ouais, ben, on écoute comme des parce qu'on a confiance quelque part. La question c'est vers quoi tu donnes ta confiance. La question c'est vers quoi tu donnes ta confiance. Ce que veut dire ici la Gemara, c'est quoi? C'est que guérir les corps, oui, c'est bien. L'objectif des corps, c'est bien. Mais l'objectif des corps pour les corps, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est quoi? C'est de guérir les corps pour se tourner vers Dieu, pour de la spiritualité, pour faire que ton corps soit en bonne santé, pour t'élever à autre chose que le corps. Le corps n'est que le moyen. Mais lorsque le médecin prend les rênes du monde, ouais, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le corps devient l'objectif. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quelque part, ça nous confortait. Au fond de nous-mêmes, ça nous rassurait qu'on nous dise d'être confinés. Ouais, parce que aussi bien le médecin que le sujet, ouais, était complètement dans l'ignorance de comment traiter une épidémie. On n'a jamais vécu ça. Nous, on n'a jamais vécu ça. Ouais. Et on nous a fait peur avec les anciennes épidémies, l'épidémie de la grippe espagnole, etc., avec 50 millions de morts. Ouais. Et je ne parle pas des rabbins qui connaissaient l'avenir, d'accord, qui savaient qu'il y allait avoir 200 millions de morts, d'accord, qui ont annoncé, mais alors eux avec une plus grande certitude que Raoult encore, ouais, qu'il y allait avoir 200 millions de morts, que ça allait être l'apocalypse, ouais, que le Mashiach allait arriver, etc., etc. D'où vient cette, comment dire, d'où vient cette mécanique? D'où elle vient cette mécanique? Et comment se fait-il que les gens sont à l'écoute de ça? Ouais. Parce qu'au final, au fond, et ça c'est une réflexion qu'il faut avoir sur nous-mêmes, au fond, on a été habitués à penser comme des médecins. Ouais. La matérialité pour la matérialité. Ouais. J'ai pas une maison pour faire la volonté de Dieu ou pour grandir dans la spiritualité. J'ai pas une voiture, ouais, pour faire de la spiritualité. J'ai pas un corps pour faire de la spiritualité. Au final, ouais, l'ordre des médecins du monde ont dominé le monde et ont habitué les gens. En fait, on est tous des médecins. Ouais. On s'est habitué à quoi? À penser que l'objectif c'était le corps. Le corps, mais ça peut être, comment dire, d'une manière très honorable, très valable. La production du corps, c'est quelque chose que tu ne peux pas contre-argumenter. Tu ne peux pas aller contre la personne qui te dit oui, mais il faut faire attention à la santé. Bien sûr qu'on est d'accord qu'il faut faire attention à la santé. La question c'est pourquoi. La question c'est pourquoi faire attention à sa santé? Est-ce que je fais attention à ma santé pour mieux bouffer, pour mieux m'éclater, pour pouvoir retourner à la plage dans 1 mois ou 2, ouais, pour pouvoir attendre l'ouverture des boîtes de nuit? Et regarde, c'est impressionnant, c'est-à-dire que les mecs, il y a 2-3 mois, ils étaient déprimés, ils se sont dit c'est la fin du monde, on va tous crever, l'épidémie, il faut faire gaffe. Et puis au milieu, qu'est-ce qu'ils attendaient? C'était quoi leur grand... On arrive, on annonce la fin du déconfinement. Alors quand c'est qu'on ouvre les boîtes de nuit? Mec, t'allais crever il y a 2 semaines, et maintenant tu me dis que ton grand désir c'était les boîtes de nuit? Ouais. Quand c'est qu'on va avoir une place sur la plage? Mais attends, mais est-ce que ce confinement t'a fait réfléchir sur toi, ta condition humaine, sur ta personne, sur sur la valeur de ce que c'est un homme au final? Ouais. Donc si tu vois qu'au final, ouais, bah, à la conclusion de tout ça, ton premier désir c'est quoi? C'est d'aller sur la plage, c'est que t'as un problème. C'est que t'as un problème, c'est qu'en fait t'es un médecin. T'es un médecin comme tout le monde. Ouais. C'est ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle vient te dire, attends, bonhomme, le meilleur des médecins, c'est quoi? Pourquoi le meilleur? Parce que le meilleur, c'est celui qui va se soucier le plus du corps encore. Ouais. Le meilleur des médecins, il finit en enfer. Parce qu'au final, il sort du confinement. Son premier désir, c'est quoi? C'est aller faire la bamboula. C'est ça qu'il veut. Alors que normalement, le premier désir qu'on a au sorti du confinement, c'est quoi? C'est de venir au Beth Midrash et d'étudier, d'approfondir sa vie, d'aller se découvrir. Dire, putain, attends, qu'est-ce qui m'est arrivé là? 3 mois où le monde s'est arrêté. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a fait arrêter le monde? Quel était l'objectif, ouais, de la pause qu'a pris ce monde-là? C'était de préserver les corps. Ouais. C'était pas de préserver les corps pour mieux grandir après et préserver la vie après. Non.
C'était de préserver les corps pour que les corps puissent dorer au soleil pendant juillet-août. Le grand souci des gens, c'était de savoir s'ils allaient pouvoir partir en vacances, quoi. Ouais. Ah purée, on est confinés, comment on va faire, les vacances? Les gars, il y a des entreprises qui vont fermer, les gens ils vont être au chômage, il n'y a plus d'oseille dans le monde. Et les gens ils vont crever de faim, dans 2 mois ils vont se suicider. Toi t'es là, tu dis, ouais, attends, super, je vais avoir la plage. Ouais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème dans la tête des gens en fait? Ben, c'est que c'est des médecins. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que les médecins ont pris le pouvoir. Et ils ont tellement pris le pouvoir que les politiques ont pris le pouvoir des médecins. Du coup, c'est parti n'importe comment. C'est parti n'importe comment. C'est là où Raoult il m'intéresse. Raoult, c'est bizarre parce que c'est un médecin, mais il n'avait pas ce discours-là. Il ne reflète pas ce discours-là. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son argument en dehors du personnage, d'accord, qui va être intéressant après. Mais quel est son argument? Son argument, c'est de dire, moi, je cherche à guérir. Quand j'ai une personne en face de moi, d'accord, et c'était la question qu'il posait aux journalistes, quand j'ai une personne en face de moi qui me dit, voilà, je suis malade, j'ai peur de mourir, etc., quel est mon devoir, moi, d'homme et de médecin? C'est quoi? C'est lui donner de l'espoir. C'est lui donner de l'espoir. C'est-à-dire que ce médecin-là, il avait en tête une chose, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas qu'un médecin, en fait. C'est que c'était un homme. Et quand tu regardes son histoire, il raconte un peu son histoire, etc., eh bien, il est très attaché à ses ancêtres, qui ont fait des grandes choses, qui ont fait des... qui ont fait des il parlait de son grand-père, qui avait fait des guerres, etc. C'est-à-dire qu'il était attaché comme ça à un modèle, peut-être par orgueil, mais en tout cas, il était attaché à un modèle d'hommes qui font des grandes choses dans la vie, qui se bat un petit peu à contre-courant, etc. C'est-à-dire qu'en vérité, il avait en tête quelque chose qui l'a préservé, il me semble. C'est quoi? C'est qu'il y avait autre chose que de la médecine qu'il fallait faire à ce moment-là. Il y avait autre chose que de la médecine qu'il fallait faire à ce moment-là. Il fallait faire du social. Nous, médecins, on avait le devoir d'être humains à ce moment-là. Et c'est en vérité, c'est l'argument qu'utilise Raoult. Et pas complètement faux, parce qu'au final, il amène que quoi? À Marseille, c'est là où il y a eu le moins de personnes, c'est pas une preuve, mais en tout cas, là où il a traité des gens, c'est là où il y a eu le moins de personnes touchées, et le moins de personnes mortes. D'accord? Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans savoir qui a raison, c'est pas ça ma question. Moi, c'est ce qu'il incarne, et c'est ça qui m'intéresse. Il incarne ici une dimension autre que le médecin. Et ça a été son piège en vérité. Parce que les gens ne l'ont pas regardé comme un médecin. Ils l'ont regardé comme un homme. Et c'est pour ça qu'ils lui ont reproché tout ça. Et c'est pour ça qu'au final, Miss Ruth Krief, qui est de la famille, Ruth Krief, c'est la cousine de ma femme, qu'on rencontrera probablement jamais. D'accord? Mais c'est ce qui lui a donné la prétention de pouvoir argumenter et discuter librement avec Raoult. Depuis quand, toi, tu vas voir des grands médecins du monde, etc., et tu vas leur dire comment il faut faire, et moi je pense que, etc. Tu peux pas, t'as pas de niveau, arrête, c'est vrai. Quand tu lui dis, écoute, toi, va interpréter les joueurs de foot, les machins, les trucs, etc., fais une analyse sur les équipes de football, mais pas sur les médecins. Il a raison. Mais qu'est-ce qui lui donne la prétention de pouvoir le faire? C'est que Raoult n'a pas agi comme médecin. Il a agi comme un homme. Il a eu quelque part une sensibilité, des hommes. Et encore une fois, peu importe si c'était par orgueil, peu importe si c'était, valable, etc., peu importe. Le fait est que qu'il n'a pas été médecin. Ça a été le seul médecin qui n'a pas été médecin. Il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas connus. Mais je veux dire, en tout cas, celui qui s'est montré comme médecin qui n'était pas médecin. Et ça, je pense que c'est une leçon très importante pour nous après le déconfinement. C'est de comprendre qu'au final, ce qui nous a préoccupé, en tout cas l'humanité, ce qui l'a préoccupé, c'était pas de se poser des questions sur elle-même et sur son comportement. Ce qui l'a préoccupé principalement,
c'est quoi? C'est de protéger son corps pour son corps. Ce qui amène à des absurdités. Ouais. Le grand tracas, c'était pas de rouvrir les écoles. Ah, pourquoi on ouvre les écoles en premier? Le grand tracas, c'était d'ouvrir les restaurants en premier. On peut sortir. Ouais. Je pensais qu'on va pouvoir, voyager. Ah, ils ouvrent les écoles en premier, mais quelle bande d'imbéciles, c'est quoi c'est le plus urgent, les gars, l'éducation. C'est ça le plus urgent. Dans une vie, c'est quoi le plus urgent? Non, après c'est quoi? Mais non, mais si on n'ouvre pas les écoles, après on ne pourra pas aller travailler, on ne pourra pas... Alors ça devient qu'un souci matériel. Mais au final, il y a un vrai souci spirituel. Pendant ce confinement-là, il y a des gens qui ont vécu des catastrophes de couple, des catastrophes de parents. Ouais, c'était ça le vrai souci. D'accord? Donc pour conclure, moi je trouve intéressant de voir qu'au final, c'est pas simplement les médecins qui sont remis en question ici. C'est qu'il y a l'image du médecin qui s'est répandue dans le monde, qui fait que au final on est tous un peu médecins. On est tous un peu médecins. D'ailleurs tu vois, je dis souvent à ma femme, ouais, elle regarde sur internet pour guérir telle ou telle chose, etc. T'es pas médecin, arrête de vouloir guérir. On a une manière comme ça, une espèce de aujourd'hui, un peu plus qu'avant. Hein. Oui, non, mais moi je vais prendre l'homéopathie, je sais pas quoi, tu te débrouilles tout seul en fait. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'aller voir ton médecin. Ouais, t'as des remèdes. T'es pas médecin. Arrête de vouloir inventer médecin. Mais au final, on a pris cette habitude-là, parce qu'au fond de nous-mêmes, ce qu'on protège, c'est notre corps pour notre corps. On protège notre corps pour notre corps. Protéger son corps pour son corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'esthétique, ça veut dire les apparences, ça veut dire les kiffs, ça veut dire tout ça. Il y en a même qui vont parler d'hygiène de vie, ouais, sur ce qui va être l'entretien de leur corps, ouais, de plus en plus aujourd'hui. C'est le nombre d'applications qui existent pour que tu aies des tablettes de chocolat, pour pouvoir prétendre à une santé de fer. Ouais, c'est-à-dire les mecs qui te vendent, en vérité, ils te vendent un truc pour te faire croire que c'est pour la santé, mais en vérité c'est pas pour la santé, c'est pour faire le beau. Pour le beau, ouais. Et il y a ici, une dérive, ouais, de ce qui prétend être quelque chose qui en soi a de la valeur, protéger les corps, mais qui au final, tu protèges les corps pour les corps. Quand tu protèges le corps pour le corps, résultat, confinement. Ouais, quand se confronte l'ignorance, ouais, c'est-à-dire on va dire mieux que ça, lorsque tu fais l'expérience, ouais, de la rencontre avec Dieu, ouais, lorsque le corps est menacé, plutôt que de parler avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te confines. Tu te confines. Il vaut mieux se confiner, qu'il ne nous arrive rien, plutôt que de reconnaître qu'on pourrait se tourner vers Dieu et dire, bon, qu'est-ce qui nous arrive? Pose-toi la question de qu'est-ce qui nous arrive. Et c'est pour moi la raison symbolique pour laquelle toutes les synagogues du monde ont été fermées. Elles n'ont pas été fermées du tout, et ça je pense que c'est un grand mensonge de le dire, elles n'ont pas été du tout fermées pour le souci de la santé des gens. C'est une connerie ça. Elles ont été fermées parce qu'au final, les gens n'avaient qu'un souci, c'était leur corps. C'était leur corps. Il faut surtout protéger notre confort. On ne sait jamais, ouais, si après le déconfinement, on ne pourrait pas retourner à la plage. Ouais. C'était ça le souci. Hein. Quoi? Sans le corps, il faut le corps aussi quand même. Oui, mais c'est seulement quand il y a une annulation des corps que tu peux te poser cette question. Mais quand il n'y a pas d'annulation des corps, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers Dieu. Il n'y a pas d'annulation des corps, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que les gens viennent me dire le contraire. Ouais. Il y a eu 300 000 morts dans le monde. C'est la plus petite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de danger de mort. Il n'y a pas eu. Moi, je vais donner par exemple notre exemple, à nous personnel. D'accord? Évidemment, il y a eu des endroits plus touchés que d'autres. Je ne suis pas là pour contester et amoindrir les victimes. Déjà, c'est pas ça dont je parle. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous.
D'accord? C'est une des plus petites épidémies qui a existé dans l'histoire du monde. D'accord? 300 000 morts. Que les choses soient claires. Dans aucune épidémie, dans toute l'histoire de l'humanité, d'accord, on a traité l'épidémie comme on l'a traité aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de confinement total, d'accord, dans toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ouais, à comparer les épidémies qui ont précédé, c'est pas 10 fois plus. Ouais, parce que 300 000 morts, pour arriver à 50 millions de morts, ouais, il y a quand même une marge qui est énorme. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas confinés. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que là-bas, ils n'étaient pas confinés et là, ils sont confinés? La connaissance, non? Quoi? La connaissance des choses. Non, au contraire. C'est une peur. Moins tu connais, plus tu te confines. C'est une peur. Si tu connais, tu ne te confines pas. C'est l'ignorance qui fait que tu te confines. Ouais, mais s'il y a eu 50 millions de morts, en quoi on peut dire que le non-confinement était une bonne idée? Je dis pas que c'est une bonne idée, attention, encore une fois, je suis pas en train de justifier le fait de se confiner ou de ne pas se confiner. Je dis juste que la réaction du confinement, ici, c'est-à-dire la manière dont on s'est confiné et la manière dont on sort du confinement, montre clairement que ce qui était visé, ouais, c'était le corps pour le corps. Parce que si vraiment, ce qui était visé, c'était le corps, protéger les corps pour la spiritualité, on aurait géré le confinement différemment. On a géré le confinement au cas par cas, suivant les circonstances, suivant les endroits, suivant les... Ouais, mais là, le monde entier était unanime. Il faut que tout le monde soit à l'intérieur des maisons, surtout ne sortez pas. Du coup, toutes les synagogues du monde ont été fermées, les amis. Je sais pas, réfléchissez 2 secondes, c'est un truc qui est impensable. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé. C'est la première fois dans toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, que les gens ne sont pas allés prier dans des moments où ils avaient besoin de prier. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Ce qui a fait ça, c'est qu'au final, le souci n'était pas la spiritualité. Le souci, c'était les corps. Les corps pour les corps. Il faut protéger notre confort. Aujourd'hui, on a pris une orientation dans notre vie qui est que quoi? Qu'il faut mettre à l'aise nos corps. Il nous faut une belle maison, il nous faut une bonne situation financière, il nous faut... Ouais. Et donc, du coup, on n'est plus confronté, comment dire, à la question du combat, à la question de l'effort, à la question... Ouais, on a peur pour rien aujourd'hui. On a peur pour rien aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut comprendre la subtilité. La subtilité, elle est simple. Je ne suis pas en train de dire que quoi qu'il faut fermer les yeux et dire oui, c'est bon, il n'y a rien eu, il faut se mettre en danger. C'est pas ça. Et quand il n'y a pas de danger autour de toi, ne l'invente pas. Ne l'invente pas. Quand c'est que tu commences à fermer une synagogue? Lorsque tu as un cas. Mais quand on n'a pas eu, pourquoi tu fermerais? Tant que tu l'as pas eu, pourquoi tu fermerais? C'est bizarre comme attitude. Ouais. Maintenant, quand tu as un cas, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes une école de 1000 personnes, c'est normal. T'as peur. C'est un peu les médias. Oui. Ouais, bah oui. Les médias, en vérité, c'est quoi? On a subi la pression des médias, en fait. En quelque sorte. Exactement. C'est pas vrai? C'est la pression des médias, mais imposée par les médecins. Et par une vision qui, au final, est comment dire, une vision de médecin. Ça, c'est regrettable, quoi. En fait, on a voulu nous foutre les chocottes. La question, après, ça laisse les délires de tout le monde. Imaginer que quoi, qu'il y avait une intention derrière de manipuler le monde, etc. Non. En vérité, elle est simple. Comment dire, l'analyse est simple. L'analyse est que quoi, que aujourd'hui, on est tous des fiottes. Ouais, il faut le dire clairement. C'est quoi? C'est qu'on n'a qu'un seul objectif. On n'a qu'un seul objectif, c'est notre confort. On n'a qu'un seul objectif, c'est notre confort. Et donc, du coup, le confinement me convient très bien. Dommage qu'il n'ait pas duré plus longtemps. Ouais. Ou bien, petite parenthèse, petite boîte de nuit, petite plage. Si vous pouvez enlever le confinement pendant juillet, août, ça m'arrangerait. En septembre, on reprend. Ouais, c'est ça qui se passe. Petit burger en Nautilus. Voilà, petit burger en Nautilus. Non, mais c'est ça qui se passe, mais c'est déplorable. Et c'est ça qu'elle te dit, la Gemara, au final. Elle te dit, bah, un médecin, ça va en enfer. Quand tu raisonnes comme un médecin, tu vas en enfer.
Et c'est ça qui est fou. C'est quoi? C'est que ceux qui ont pris la décision de fermer les synagogues, c'était pas les rabbins. Au Shalom, c'est pas les rabbins. On n'a pas laissé aux rabbins le choix de fermer les synagogues. C'était les médecins. Et quand un rabbin il prenait la décision d'ouvrir sa synagogue, peu importe les justifications qu'il avait, voilà, c'était un assassin. C'était un assassin, un inconscient, quelqu'un qui... Pourquoi? Parce que le médecin, il sait lui, il sait mieux que tout le monde. Et là, c'est là où c'est dingue, c'est que là où il ne sait pas, il a prétendu savoir mieux que tout le monde. Et donc, pour attester ça, voilà, pour attester ça, je ne veux pas, évidemment, je ne veux pas, attirer l'œil sur les événements, mais c'est juste pour montrer et pour remettre les choses en place et glorifier un petit peu la valeur de la Torah et des mitzvot. Tout le monde, et comment dire, même si vous avez fait attention à ça, dans les médias franco-israéliens, à chaque fois qu'on parlait du Covid ou qu'on parlait de cette épidémie-là, on envoyait du lourd sur les orthodoxes, irresponsables, etc., ouais, qui ne gardaient pas les barrières du confinement, etc. D'accord? Mais je peux vous dire, moi j'ai ma famille qui habite à Bnei Brak, d'accord? Toute la famille de ma femme habite à Bnei Brak. D'accord? Et tonton, il a son père qui habite à Bnei Brak. D'accord? Et ben voilà, Henri, tu vas pouvoir me le confirmer. Il n'y avait pas plus discipliné que les gens de Bnei Brak. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient tous confinés depuis le début, ils gardaient les règles, ils gardaient les machins. D'où vient ce mensonge-là, complètement inventé des médias? De 2-3 Uberlus qui sont pris pour je sais pas quoi, ok? Bon, maintenant, on n'en a pas fait un scandale ici quand tu avais tous les brels qui étaient déconfinés pendant le confinement et qui allaient sur la place en train de... Non, on n'a pas désigné qui que ce soit. Ouais. Pourquoi il y a cette tendance-là? Parce qu'encore une fois, ouais, ce qui voulait être mis en avant ici, c'était quoi? C'était la valeur des corps pour les corps. Quelqu'un qui véhiculait autre chose que ça, c'était l'ennemi. C'était celui qui remettait en cause l'autorité du médecin. Et qui mieux que la personne habillée de noir et de blanc pour remettre en cause, ouais, la certitude des médecins. D'accord? Donc symboliquement, il y a beaucoup de choses ici à analyser. Il y a beaucoup de choses à analyser. Il faut à un moment donné, être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je cherche? Quel était mon premier désir après le déconfinement? Quel est mon premier désir après le déconfinement? C'est là où tu vas savoir qui tu es vraiment. Ouais. Quel est ton premier désir? Les gens, quand ils étaient dans les camps de concentration et qu'ils voyaient la mort en face d'eux, quand ils sont sortis des camps, leur premier désir, c'était pas la plage. Hein. Ils avaient d'autres préoccupations. Donc, qu'est-ce que tu me fais là? Genre, oui, on a failli mourir, tu comprends, on a vécu quelque chose de surréaliste. T'as rien vécu du tout, gars, rien du tout. T'étais chez toi à la maison en train de regarder la télé. Et dans le meilleur des cas, t'étais au pied de la piscine en train de... De quoi tu parles? Donc là, il y a ici quelque chose qu'il faut analyser, quoi. C'est qu'au fond de nous-mêmes, on est des médecins. Et ce qui nous préoccupe, c'est la qualité de notre confort, c'est tout. C'est ça qui nous préoccupe. Donc pour terminer, juste par rapport à ce que je disais, c'est quoi? C'est qu'on a enlevé la parole à tous ceux qui pouvaient avoir un avis, ouais, sur la situation. Et donc je voulais dire ça. Je voulais dire ça parce que en même temps, c'est un moyen d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu, par rapport à l'attitude qu'on a eue. Parce que plusieurs fois, je me suis fait, insulter de fou, faites attention. Vous savez, la parole du médecin qui n'en est pas un, qui dit oulala, c'est dangereux, etc. On a fait Pourim ici. Tous ceux qui étaient là à Pourim, la plupart vous étiez là, d'accord? On a fait Pourim ici. Pas un seul n'a été infecté. Pas un seul.
D'accord? Pas un seul, on était quand même nombreux. D'accord? On était nombreux. Et pourtant, ouais, les médecins nous disaient attention, attention, c'est dangereux, ils sont fous, ils sont irresponsables. Bon, ça, tu peux me dire, Pourim, c'était au début. C'était encore le moment où il n'y avait pas encore de cas. Ouais, trop de cas. Pourtant, on n'a pas arrêté de dire que tout c'est à cause des rassemblements, de Pourim, etc., que la communauté juive a été beaucoup infectée. Ouais. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle il faut être reconnaissant. C'est que pendant toute la période du confinement, pendant que toutes les synagogues étaient fermées, ici on faisait les 3 prières par jour. D'accord? Et qu'on était tous rassemblés ici, là, 10, 11, 12, 13 personnes. D'accord? Et que Baruch Hashem, ouais, jusqu'à aujourd'hui, ouais, il n'y a pas eu un seul cas. Il n'y a pas eu un seul cas. Maintenant, si tu tombes dans l'ordre des médecins, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes, tu réfléchis pas. Tu restes complètement fou, faut faire attention, machin, etc. Mais si à un moment tu es un peu cohérent, tu dis bon, attends, viens, on regarde. On prend des précautions, on regarde si, s'il y en a un qui va tomber malade, qu'il y a un petit danger, il y a quelque chose. Mais tant que le danger ne se manifeste pas, pourquoi je veux l'inventer? Alors, il y a ici, on n'a pas raisonné comme des gens, purement fanatiques, qui s'imaginent que Dieu, il pourvoira, etc. Ouais. On n'a pas raisonné non plus comme des médecins. On a raisonné entre les deux. Comme des hommes qui sont attentifs à ce qui leur arrive, d'accord? Et qui sont préoccupés au final par la prière dans des moments comme ça. D'accord? Donc je pense, en dehors de la prière et de la forme que prend la spiritualité, je pense que la chose qui a manqué à cette période-là, c'est quelle était l'utilité des corps. Quelle est l'utilité des corps? À quoi sert ton corps? À quoi il sert? Et ça peut avoir des répercussions sur tes investissements. Tu comprends? Quand tu te lèves le matin et que tu es fatigué, ouais, tu dis attends, il faut pas que je me lève trop vite, d'accord? Parce que c'est possible que je vais m'attraper une hernie ou un truc comme ça. Ouais, faut y aller doucement. Il y a la santé d'abord. On va pas se précipiter à la tefila, ouais. Pas se précipiter à la tefila, d'accord? Cette manière de penser là, qui nous autorise, parce qu'on est des grands médecins, qui nous autorise. Il y a les mollos sur la prière et l'étude, c'est quoi? Au final, c'est tout simplement de la fainéantise. Et le seul souci, de la confortabilité, c'est tout. Parce qu'en réalité, on n'a jamais vu que quelqu'un qui se fatigue un peu, pour faire des choses, il est en danger. Et son corps, le pauvre, il va se déglinguer s'il ne dort pas 8 heures par nuit. Ah oui, non, tu comprends, je me suis couché à 3 heures du matin, se lever à 7 heures, c'est problématique, j'ai pas mes 8 heures, c'est mauvais pour la santé, donc moi je dors 8 heures. Ouais. Tout ça, c'est n'importe quoi. Moi j'ai vu des gens qui sont morts à 115 ans, 117 ans. J'ai vu un homme qui est mort à 117 ans. D'accord? Et qui toute sa vie, il a dormi 3 heures par nuit. Et que le mec, il s'est battu dans sa vie pour pouvoir faire des choses. D'accord? En fait, en réalité, c'est qu'une histoire de curseur. C'est qu'une histoire de curseur. C'est valable dans tout. Valable dans ton travail, dans tes relations, dans tout. Si tu cherches d'abord, si ton curseur est d'abord centré sur toi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Eh bien, tu n'as plus de considération pour l'autre. C'est d'abord mon confort à moi. Du coup, les gens ne se sont pas posé de questions pendant ce confinement s'ils avaient de bonnes relations avec leurs voisins, s'il fallait leur demander pardon sur leur attitude. Non. Il n'y avait pas du tout de remise en question. Et c'est quand même dingue et ça de plus en plus, l'histoire montre que quand l'humanité vit des catastrophes, ces derniers temps, les catastrophes n'ont servi à rien d'un point de vue spirituel. À rien. À rien. Toutes les catastrophes avant amenaient les gens à changer, à prendre une autre orientation, à réfléchir sur soi-même, à réfléchir sur leur comportement. Et ça, je ne parle pas que des juifs, je parle le monde entier. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus.
Ta seule préoccupation, voilà, tu vois des pantins, d'accord, sur internet qui se déglinguent, ouais, entre Jeff Bezos et l'autre abruti là qui rêve de voyager sur Mars, ouais, comment il s'appelle celui-là déjà? Elon Musk, qui s'envoie des pics, ouais, faut déglinguer, comment dire, Amazon, l'autre il faut déglinguer Facebook. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me prends la tête toi, avec ta... On vient de sortir d'une catastrophe, tu me prends la tête avec ces histoires. Et qui font les fiers comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après le confinement? Ouais. Regarde la guerre qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui. Les mecs, ils sont en train de crever du corona, d'accord? Et ils sont en train de se faire la guerre, là, et s'inventer des guerres. Mais attends, mais à quel moment tu réfléchis sur ta vie, hein? C'est à quel moment que tu réfléchis? Ouais. T'as des proches autour de toi qui sont morts du corona, et toi, ta seule préoccupation, c'est d'aller faire la guerre contre les flics, contre les machins, d'aller piller des magasins. Tu vois des gens qui mesquiniment, c'est-à-dire les pauvres, ouais, qui rentrent dans des magasins pour prendre des baskets. Mais attends, mais c'est quoi ton niveau? C'est quoi ton niveau, en fait? C'est quoi le niveau? Le niveau, c'est quoi? C'est que les mecs, ils se battent. Ils font la guerre pour pouvoir piquer des baskets dans un magasin. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Sors du confinement honorablement. Va réfléchir, va méditer sur ta vie. Essaie d'apporter quelque chose à tes potes. Ouais. Fais quelque chose d'utile. Fais quelque chose d'utile. Tu travailles pas en ce moment? T'as le chômage partiel? Ok. Va, fais quelque chose d'utile. Bouge ton derrière. Fais quelque chose. Aide l'humanité. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller piller des magasins? Ouais. D'accord. Et en vérité, si vous regardez bien, on est tous pareils. Ouais. Tous pareils. Parce que le souci, c'est notre petit confort. Petit confort. Et le confinement a été la période idéale pour confirmer tout ça. Ouais, pour confirmer tout ça. Du coup, c'est très difficile de sortir du confinement. Et de se dire qu'on va se remettre à travailler. Ouais, oh, c'était bien quand même. Ouais. On était péri à rien foutre. Ouais. Oh. Zach. Tu sais pourquoi ils ont volé des baskets, les blacks? Pour courir plus vite. Ça enregistre.